Vous vous souvenez de l'époque où Rambo était encore un homme, et pas seulement une armée à lui tout seul avec un lance-roquettes en guise de personnalité? Sorti en 1982, First Blood nous plonge dans la petite ville montagnarde de Hope, où un ancien soldat discret débarque en quête d'un repas et se retrouve embarqué dans la pire semaine de sa vie. Ce soldat, c'est John Rambo, interprété par Sylvester Stallone, un vétéran décoré qui n'a plus nulle part où aller, mais qui possède un entraînement de survie hors norme sans que personne en ville ne s'en doute. Sur son chemin se dresse le shérif Will Teasle, joué par Brian Dennehy, un représentant de la loi locale, fier et intransigeant, bien décidé à le chasser de la ville. Et pris entre les deux, le colonel Sam Trotman, interprété par Richard Crenna, l'officier qui a formé Rambo. Aujourd'hui, on décompte 15 anecdotes étranges sur Rambo First Blood que vous n'avez probablement jamais entendues. Et restez jusqu'au numéro 1 parce qu'un véritable arsenal de mitrailleuses a disparu de ce plateau de tournage et les derniers suspects auxquels vous penseriez se sont retrouvés menottés. Numéro 15, Sylvester Stallone ne voulait même pas être Rambo Stallone, a fini par s'approprier totalement le personnage. Mais il a bien failli refuser le rôle. Quand le script lui est arrivé entre les mains, First Blood traînait déjà depuis des années dans les couloirs d'Hollywood. Stallone connaissait cet historique par cœur et un projet aussi rebattu lui semblait un pari perdu d'avance. Puis, il a lu le scénario. Selon certaines versions, on le lui aurait envoyé un jeudi soir et il aurait rappelé dès le lendemain matin. Stallone a adoré le texte, mais posait une condition non négociable. Il voulait le réécrire lui-même. C'est là que tout s'est joué. Il a reconstruit le personnage en un vétéran blessé, capable de toucher réellement le public, l'a dépouillé de presque tous ses dialogues et a transformé un projet mort depuis des années en un jalon du cinéma d'action. Le cachet annoncé, autour de 3,5 millions de dollars, a sans doute facilité sa décision. Mais ce n'est pas l'argent qui a fait de First Blood un classique. C'est l'acteur qui a failli dire non en réécrivant un film que personne d'autre n'était parvenu à faire fonctionner. Numéro 14. Kirk Douglas voulait que Rambo meure, puis a quitté le film, le rôle du colonel Trotman devait revenir à Kirk Douglas. Une pointure d'Hollywood, en tête d'affiche aux côtés de Stallone, tout le package. Douglas avait été engagé, avait passé les essayages et s'était présenté sur le tournage en Colombie-Britannique en uniforme complet, environ 3 semaines après le début du tournage. C'est pour cette raison que des photos promotionnelles et des publicités d'époque avec son visage circulent encore aujourd'hui. Puis, il a commencé à contester le scénario. Douglas voulait que le film se termine comme le roman de David Morrell, où Rambo meurt et où c'est Trotman lui-même qui appuie sur la gâchette. Audacieux, mais un film totalement différent de celui que Stallone était en train de tourner. L'équipe n'a pas cédé. On a alors donné un jour à Douglas pour décider s'il restait ou partait. Il y a réfléchi et est reparti dès le lendemain matin. Qu'on appelle ça un abandon ou un renvoi, le résultat était le même. 3 semaines après le début du tournage, l'un des rôles les plus importants du film se retrouvait soudain vacant et les caméras n'allaient pas attendre. Numéro 13. Richard Crenna est devenu Trautman en 72 heures environ. Un week-end, Richard Crenna était un acteur chevronné avec un emploi du temps vide. Au milieu de la semaine suivante, il tournait dans l'un des plus grands films d'action de la décennie. La production ne pouvait pas se permettre d'attendre. Les caméras tournaient déjà, le calendrier ne pouvait pas patienter, et l'un des rôles les plus importants du film venait de se libérer du jour au lendemain. L'équipe a donc contacté l'agent de Crenna et lui a proposé le rôle sur le champ. Le scénario lui est parvenu durant le week-end, avec la consigne de le lire vite. Il l'a lu, l'a aimé, et en 3 jours environ, il avait pris l'avion pour la Colombie-Britannique et débarquait directement sur un plateau qui tournait déjà sans lui. Rien de ce chaos ne se ressent pourtant à l'écran. Crenna a joué Trautman avec une gravité tranquille et mélancolique, comme un homme qui porte le poids d'avoir façonné le soldat parfait sans savoir ensuite comment le ramener à la vie civile. Cette stabilité est devenue exactement le contrepoids dont le Rambo blessé de Stallone avait besoin. Ça a si bien fonctionné que Trotman a survécu au film. Crenna est revenu pour les 2 volets suivants, transformant un remplacement de dernière minute en le seul personnage, avec Rambo, dont la franchise ne pouvait plus se passer. Numéro 12. Stallone détestait tellement le premier montage qu'il voulait le détruire. Pendant un moment, Stallone était persuadé que First Blood allait être un fiasco monumental portant son nom. Le premier montage brut aurait duré près de 3 heures, et Stallone le détestait. Oubliez le thriller nerveux et compact que tout le monde cite aujourd'hui. On le décrit comme un film interminable où Rambo erre sans fin dans les bois en pérorant sur tout et n'importe quoi. Selon ses propres mots, lui et son agent auraient regardé ce montage, seraient sortis titubants et auraient vomi dans la ruelle.
Il a même tenté de racheter le film pour brûler la pellicule avant que quiconque ne puisse la voir. Les producteurs n'avaient bien sûr aucune envie de partir en fumée avec des millions de dollars, et l'idée est vite tombée à l'eau. Tout le monde est retourné en salle de montage, où le film a été réduit de moitié, à environ 90 minutes. La décision la plus radicale de Stallone a été de supprimer la quasi-totalité des dialogues de Rambo, laissant Troutman et Teasle parler de lui pendant que Rambo restait silencieux, un mystère hanté qui ne prononce presque pas un mot avant la toute fin. Le passage qu'il voulait à tout prix enterrer est devenu l'arme secrète du film. Numéro 11. La moitié d'Hollywood a refusé Rambo avant que Stallone ne dise oui. Imaginer quelqu'un d'autre que Stallone dans le rôle de John Rambo semble aujourd'hui presque impossible. Pourtant, le rôle a cherché son interprète pendant des années, et la moitié d'Hollywood y a jeté un œil avant de passer son tour. Presque toutes les grandes stars de l'époque ont vu leur nom associé au projet à un moment ou un autre. Robert De Niro était pressenti très tôt, à l'époque où Warner Bros. Détenait les droits. Clint Eastwood a également été envisagé. Steve McQueen voulait le rôle aussi, avant que les producteurs ne le jugent trop âgé pour incarner un vétéran du Vietnam. Puis il y a Al Pacino, et personne ne s'accorde vraiment sur les raisons de son refus. Une version raconte qu'il voulait un Rambo plus sombre, une véritable force de la nature, plus proche du roman, et qu'il aurait quitté le projet quand les producteurs ont refusé de suivre cette direction. Une autre version affirme qu'il a trouvé le scénario trop noir et s'est désisté pour cette raison. Même acteur, raison totalement opposée. À vous de choisir la version qui vous convainc le plus. Les refus se sont accumulés. Dustin Hoffman a décliné, jugeant le projet trop violent. Paul Newman, John Travolta et même Nick Nolte ont également été évoqués à un moment ou un autre. Au début des années 80, le scénario avait déjà connu plus de 2 douzaines de versions sans jamais trouver son Rambo. Puis, il a fini par atterrir entre les mains de Sylvester Stallone, le seul acteur capable de véritablement donner vie à First Blood. Numéro 10. Une tempête de neige canadienne a stoppé toute la production First Blood, dégage un froid glacial à l'écran, car il faisait le plus souvent vraiment très froid pendant le tournage. La météo a refusé de coopérer, quelle que soit la direction souhaitée. L'équipe est arrivée à Hope, en Colombie-Britannique, en s'attendant au ciel gris et couvert typique du nord-ouest Pacifique. Au lieu de cela, ils ont eu droit à un soleil éclatant, lumineux, joyeux et complètement inadapté à un film aussi sombre. Le réalisateur voulait de la désolation, le ciel lui offrait une carte postale, puis la météo a basculé dans l'excès inverse. En janvier, une lourde tempête de neige s'est abattue sur la région. Le matériel a gelé et tout le calendrier de tournage s'est effondré pendant une semaine entière. Et ce n'était que le début. Des conditions de neige jugées dangereuses ont ensuite bloqué la production dans les montagnes pendant 2 mois supplémentaires. Un tournage qui aurait dû se terminer proprement s'est transformé en une épreuve de 5 mois dans la boue et la glace. À la fin, l'équipe avait presque gagné un diplôme honorifique de météorologie, mais toute cette souffrance a rendu le film meilleur. La pluie glaciale, la brume dans les arbres, la buée qui s'échappait du visage de Stallone, rien de tout cela ne venait d'un budget d'effets spéciaux hollywoodien. C'était bien réel, et cela a servi exactement ce que l'histoire avait besoin de raconter. Rambo, complètement seul, luttant à la fois contre les policiers, contre la montagne et contre les éléments. Numéro 9. Le couteau de Rambo était fait main, et il a déclenché un engouement national avant de devenir l'homme qui survit à tout ce qui aurait dû le tuer. John Rambo avait besoin d'un couteau. Pas question d'un accessoire en caoutchouc pris sur une étagère de magasin de sport. Stallone voulait une lame qui fonctionne réellement. On a donc fait appel au célèbre coutelier de l'Arkansas, Jimmy Lyle, pour fabriquer une véritable arme. Lyle a livré un chef-d'œuvre, un manche creux dissimulant des allumettes, des aiguilles, du fil et une boussole, la poignée enroulée d'un fil de nylon utilisable pour pêcher ou fabriquer un piège. Quand le film est sorti, le couteau a presque volé la vedette à l'acteur principal et la demande a explosé. Les collectionneurs ont recherché les lames authentiques de Lyle, les copies bon marché ont envahi tous les catalogues de vente par correspondance et une bonne partie de l'industrie du couteau s'est empressée de proposer le prochain couteau de Rambo, lançant tout l'engouement pour les couteaux de survie dans les années 80. Pendant un bon moment, posséder une lame assez grande pour dépecer un élan semblait un achat parfaitement raisonnable, même si la chose la plus effrayante dans votre vie se résumait à un jardin mal entretenu. Aujourd'hui, un couteau original de Lyle pour First Blood se négocie à plusieurs milliers de dollars et les exemplaires numérotés utilisés dans le film valent encore beaucoup plus. Numéro 8. Le roman était bien plus sombre que le film. Le film ne fait déjà pas dans la dentelle, mais le roman dont il est tiré fait presque passer First Blood pour un divertissement familial.
Tout commence avec le roman de David Morrell, publié en 1972, où Rambo ressemble à peine à la version du grand écran. Oubliez le survivant réticent du film. Dans le livre, Rambo accumule un véritable tableau de chasse. Policiers, pisteurs civils, gardes nationaux, jusqu'à quasiment décimer les forces de l'ordre de la petite ville, tandis que la chasse à l'homme dégénère complètement. Teasle a lui aussi subi une transformation. Dans le roman, c'est un vétéran décoré de la guerre de Corée, portant ses propres cicatrices, ce qui fait de l'histoire le récit de deux hommes brisés, s'épuisant mutuellement. Il n'y a ni héros clair, ni véritable méchant. Le film a aplati ce personnage en un shérif imbu de lui-même qui s'en prend au mauvais vagabond. C'est surtout la fin qui diverge le plus radicalement. Dans le livre, Rambo et Teasle s'entretuent, et le récit se termine dans un bain de sang, sans aucun survivant. Stallone détestait cette idée. Dans le film, Rambo survit. C'est la seule raison pour laquelle 4 suites ont pu voir le jour. Numéro 7. Stallone s'est vraiment fêlé une côte pendant le saut de la falaise. Le saut de la falaise reste le plan que tout le monde garde en mémoire. Rambo se jette dans le vide, traverse un mur de branches et continue malgré tout d'avancer. Ça a fait beaucoup plus mal que ce que l'image laisse paraître. Stallone faisait partie de ces stars d'action qui aimaient encaisser eux-mêmes les coups. Une doublure a géré le début de la chute, mais Stallone a insisté pour tourner lui-même le dernier tiers, traversant de vraies branches plutôt que de simuler l'impact. Toute la séquence était improvisée, à peine chorégraphiée, en grande partie inventée sur le moment. C'était le genre de dispositif où « ça a l'air dangereux » servait finalement de feu vert. Lors d'une des chutes, il a percuté une branche et s'est fêlé une côte, et la caméra a tout capté. Ce moment, dans le montage final, où Rambo touche le sol, pousse un cri déchirant et n'arrive plus à reprendre son souffle, ce n'est pas du jeu d'acteur. C'est un homme qui vient de se casser une côte devant la caméra et qui a continué à tourner malgré tout. L'équipe voulait refaire une prise, mais Stallone en avait terminé. Sa côte était fêlée et il n'était absolument pas question qu'il se relance dans ses arbres une nouvelle fois. C'est un instantané de la manière dont on tournait les films d'action avant les fonds verts et les doublures numériques. Numéro 6, le discours le plus célèbre de Rambo est signé Stallone lui-même. On se souvient de First Blood pour le couteau et les pièges à pointe, mais le moment qui marque vraiment les esprits ne contient pas un seul coup de poing. À la fin du film, Rambo a cessé de se battre. Face au colonel Troutman, il s'effondre. Des années de chagrin et de rage se déversent dans une scène qui a transformé un film d'action en quelque chose que l'on cite encore, des décennies plus tard. Fait étrange, ce discours n'existait presque pas dans le scénario de tournage. Les pages originales prévoyaient une reddition brève et sobre de Rambo. Stallone estimait que cela passait complètement à côté du sujet, alors il s'est assis et a écrit lui-même cet effondrement, sous la forme d'un flux de conscience brute plutôt que d'un dialogue de cinéma classique. Pour bien le construire, il a mené environ 20 entretiens avec des vétérans et a intégré leurs témoignages dans le texte, cet écart déchirant entre le fait d'avoir eu toute la confiance du pays à l'étranger et le retour dans un pays incapable de lui offrir ne serait-ce qu'un emploi de gardien de parking. Les producteurs ne voulaient même pas de cette scène. Dans leur version, Rambo devait mourir, pas de monologue larmoyant. Stallone a tenu bon et l'a conservé. Et parce qu'il la livre à moitié étouffée, en trébuchant sur ses mots, la plupart des gens pensent qu'il l'a improvisée sur le moment. Ce n'est pas le cas, il l'a écrite ainsi, volontairement. Sans cette scène, Rambo n'est qu'un héros d'action de plus. Avec elle, c'est un héros tragique. Numéro 5. Brian Dennehy a refusé de jouer Teasle comme un simple méchant de cinéma. Le shérif Will Teasle aurait pu n'être qu'un tyran de série B, le genre de personnage qu'on eut dès qu'il apparaît à l'écran. Brian Dennehy n'en voulait absolument pas. Dennehy était un acteur de théâtre sérieux, formé sur Shakespeare et Eugene O'Neill. Il a donc construit Teasle comme une véritable personne, pas comme un esprit malveillant s'en prenant à un innocent, un homme de loi fier et autoritaire d'une petite ville qui voit un vagabond silencieux et peu coopératif et décide qu'il s'agit d'un problème à faire disparaître. Un réflexe compréhensible, mais une exécution catastrophique. C'est tout le moteur du film. Teasle n'agit pas par haine, mais par fierté, et cette fierté l'empêche d'admettre qu'il a mal jugé la situation. À chaque occasion où il pourrait simplement laisser filer, il appuie au contraire sur l'accélérateur. Une mauvaise décision s'ajoute à la suivante, jusqu'à ce qu'un simple contrôle de vagabondage se transforme en chasse à l'homme totale, hors de contrôle. Cela change complètement la dynamique de l'affrontement final, par rapport à un duel d'action classique. Rambo voit un vétéran décoré harcelé sans raison. Teasle voit une menace incontrôlable pour sa ville paisible. Aucun des deux ne cède d'un pouce et on voit venir la catastrophe de très loin sans pouvoir en détacher les yeux.
C'est précisément ce que la plupart des films d'action ne prennent jamais la peine de construire, un conflit réellement crédible. La chose la plus effrayante à l'écran ici, ce n'est pas l'arsenal de Rambo, c'est l'ego d'un shérif prêt à réduire toute une ville en cendres plutôt que d'admettre son erreur. Numéro 4. Le tableau de chasse de Rambo se limite à une seule victime, et même celle-ci est accidentelle. Tout le monde se souvient de Rambo comme de l'armée à lui tout seul ultime d'Hollywood. Mais dans le film qui a tout déclenché, il ne tue en réalité personne. Du moins, pas volontairement. C'était une ligne rouge posée par Stallone lui-même. Il était convaincu que le public ne pourrait jamais s'attacher à un vétéran hanté, passant le film à exécuter des policiers de petite ville, et il a insisté pour que Rambo soit avant tout un homme qui cherche à survivre, plutôt qu'un tueur qui accumule les victimes. La seule mort du film survient tôt. Le shérif adjoint Galt ignore les ordres, se penche hors d'un hélicoptère pour tirer sur Rambo, coincé sur une falaise sans issue. Rambo lance une pierre vers l'hélicoptère, pas vers l'homme. Galt perd l'équilibre, tombe, et Rambo semble sincèrement bouleversé par ce qui vient de se passer. Après cet incident, il aurait pu abattre chaque officier présent sur cette montagne, mais il ne le fait pas. Il s'appuie plutôt sur son entraînement de béret vert, posant des pièges à pointe qui blessent sans tuer, immobilisant les hommes sur place et sabotant leur véhicule pour ralentir la traque sans la transformer en bain de sang. L'idée est explicitement formulée quand il finit par prendre le shérif Teasle en otage. Couteau sous la gorge, Rambo le dit clairement. Il aurait pu tous les tuer. Il pourrait tuer Teasle sur le champ. Et pourtant, il choisit de ne pas le faire. Puis il le laisse partir. Les suites ont construit une véritable machine de guerre. Mais First Blood raconte l'histoire d'un homme qui se bat pour ne pas en devenir une. Numéro 3. Le film que tout le monde imaginait couler a fait de Stallone une légende. Le remontage a sauvé le film. Il n'a pas pour autant apaisé les nerfs de Stallone, et il avait de bonnes raisons d'être inquiet. Rocky avait fait de lui une star, mais chaque fois qu'il sortait du ring, le public restait chez lui. Nighthawks et Victory étaient tous deux sortis l'année précédente, sans grand écho. Hollywood avait discrètement conclu qu'il ne savait interpréter qu'un seul type de personnage. Ce film représentait donc un véritable test, et ce n'était pas seulement son visage qui figurait sur l'affiche, si le film échouait, c'est lui qui en porterait tout le poids. Tourné pour environ 15 millions de dollars, First Blood a rapporté plus de 125 millions de dollars dans le monde, terminant l'année comme le 13e plus gros succès du pays. Le film n'a même pas connu de démarrage fracassant. Il a commencé modestement, avant de grimper progressivement, porté par le bouche à oreille, une personne après l'autre, jusqu'à ce que Rambo passe du statut d'inconnu à celui de non familier. Du jour au lendemain, le boxeur en qui plus personne ne croyait pour incarner un second personnage venait de s'en offrir un. Rocky n'était pas un coup de chance isolé, et Stallone venait de se construire un héros d'action qui allait dominer les 20 années suivantes. Numéro 2. Stallone a cassé le nez d'un adjoint par accident, et la caméra a continué de tourner l'évasion du commissariat, dans First Blood, paraît brutale, car une partie de la scène l'était réellement. Lors de cette évasion, Rambo se ferait un chemin à travers une pièce remplie d'adjoints, coups de poing, coups de pied, coups de coude, tout y passe. Sur une des prises, Stallone s'est retourné pour envoyer un coup de coude, a mal évalué la distance et a touché son partenaire en plein visage. L'acteur canadien qui jouait l'adjoint timide Lester s'est retrouvé avec le nez cassé. Plutôt que de retourner toute la séquence, la production a simplement continué avec la situation telle qu'elle. Un petit problème est cependant apparu. L'acteur avait encore des scènes à tourner, avec désormais un nez visiblement abîmé. Si vous l'observez attentivement dans le reste du film, vous remarquerez un petit pansement couleur chair collé sur l'arête de son nez. Le plus étrange, c'est que cet incident fait directement écho aux matériaux d'origine. Dans le roman de David Morrell, publié en 1972, Rambo casse le nez d'un policier lors de cette même évasion, précisément avec un coup de coude. Stallone n'avait pourtant aucunement cherché à reproduire ce moment. Il a simplement raté son geste en pleine prise et filmé sans le vouloir l'un des moments du livre, quasiment à l'identique. Numéro 1. Pour 50 000 $ d'armes militaires réelles ont été volées sur le tournage. On pourrait croire que la plus grande chasse à l'homme de First Blood était celle menée contre John Rambo dans les bois. Ce serait une erreur. La véritable traque concernait les armes du film. Tourné en Colombie-Britannique, impliquait d'importer un arsenal sérieux depuis un armurier agréé de Los Angeles, les lois canadiennes sur les armes à feu étant déjà strictes à l'époque. 2 mitrailleuses M60, 14 fusils M16, 11 AR-15, ainsi qu'une série de fusils à pompe et de pistolets. Du matériel militaire bien réel, temporairement modifié pour tirer à blanc, estimé à environ 50 000 $, puis les armes ont pris la clé des champs. Le matin du 23 janvier 1982, l'équipe est allée vérifier la caisse en bois verrouillée, entreposée dans un camion de 5 tonnes, garé près du barrage de Cleveland.
Elle était vide. 47 armes avaient tout simplement disparu, envolées. Quiconque avait fait le coup savait exactement ce qu'il cherchait. Les armes fonctionnelles avaient été emportées, tandis que les accessoires factices, inoffensifs, étaient laissés sur place. Le camion n'était pourtant pas sans surveillance. Des réservistes de l'armée canadienne, qui jouaient également les figurants dans le film, le surveillaient. La police montée canadienne a repris l'enquête, la sécurité a été renforcée et tout le monde a attendu. L'attente a duré longtemps. Près de 3 ans plus tard, 3 réservistes militaires ont été inculpés en lien avec ce vol, les mêmes soldats à temps partiel à qui la production avait confié la garde du camion. Résoudre l'affaire n'a cependant pas permis de récupérer les armes. Seules 15 des 47 armes ont finalement refait surface. Les 2 grosses mitrailleuses M60 en faisaient heureusement partie, mais la police montée a averti que quelques minutes avec une simple clé suffiraient à transformer n'importe laquelle des armes restantes en une arme parfaitement fonctionnelle. Et voilà, 15 anecdotes étranges et fascinantes sur First Blood. Laquelle vous a le plus surpris et laquelle avons-nous oublié? Dites-le en commentaire et partagez cette vidéo avec quelqu'un capable de réciter le discours final de Rambo par cœur.